Victor Lurel, bonjour. Alors, vous êtes porte-parole de François Hollande, mais vous êtes aussi, je crois, chargé de l'Outre-mer, du pôle Outre-mer durant la campagne, et c'est à ce titre que vous êtes avec nous. On a 13 minutes à passer ensemble, 13 minutes, ça va très vite. Donc, avant de rejoindre Joseph Naudin en Martinique, tout de suite, Laurence Théatin va vous poser la première question. Bonjour Victor Lurel. On a appris en milieu de semaine la condamnation pour injure raciale de Jean-Paul Guerlain. Après ses propos, je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé. Une réaction à ce jugement ? Mais c'était attendu, et je crois que ça fait honneur à la législation de la République. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et en tant que tel, doit être sanctionné. Donc il l'a été, d'autant plus qu'il a récidivé, apparemment, à la gare du Nord. Il a eu encore des propos, disons, infamants, et donc c'est justice qu'il soit sanctionné, et apparemment assez sévèrement. Donc on peut s'en réjouir. C'est bien que finalement qu'on rappelle que c'est un délit et que ce n'est pas une opinion, le racisme. C'est ça que vous en tirez comme message. Absolument, d'autant plus que le sentiment raciste progresse en France. Vous avez vu le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, où si les faits et les atteintes aux personnes pour faits racistes diminuent, mais le sentiment progresse. Et j'ai eu à dire, on me l'a reproché et on l'a reproché à d'autres, que certains ont banalisé, si j'ose dire, les injures racistes. Et c'est pas étonnant que quelque part, quelques fanatiques et quelques désaxés aient des propos et des actes. C'est un peu vague pour un homme politique, certains. Oui, mais on l'a vu récemment. Récemment, on a vu et entendu et vécu douloureusement ce qui s'est passé à Montauban et à Toulouse. Alors, ça peut être du terrorisme, mais c'est aussi peut-être des esprits un peu faibles qui entendent une parole d'autorité dire des bêtises. Et il faut donc combattre cela. Et d'ailleurs, très clairement, vous tournez autour du pot. C'est qui certains ? Je vais au bout de mon propos. Très clairement, le rapporteur de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, M. Léienne Berger, le dit très clairement. Il dit lorsque les autorités, les éminences, y compris ministérielles, voire présidentielles, laissent entendre que tout est dans tout, et qu'on attaque ici la viande halal, on attaque les Roms, on attaque les Français d'origine comorienne, notamment à Marseille, le discours de Grenoble. C'est inacceptable. Et donc, c'est pas étonnant que ce sentiment-là progresse. Et lorsqu'il y a donc des sanctions judiciaires, comme on vient de l'apprendre, c'est bien, et ça grandit la République. On comprend mieux, Victor Lurel. Alors, on va rejoindre tout de suite Joseph Naudin en Martinique. Victor Lurel, bonsoir. La question de la vie chère intéresse bien sûr beaucoup les Martiniquais. Un exemple assez édifiant, certains produits vendus ici à la Martinique sont plus chers de plus de 20% par rapport à des produits vendus en France. Question toute simple, le candidat socialiste que vous soutenez a-t-il des mesures réalistes et non démagogiques pour faire baisser les prix ici à la Martinique? Des mesures très fortes. Alors, Victor Lurel. Des mesures très très fortes. C'est plus que 20%, puisque l'autorité de la concurrence a publié 2 rapports. En moyenne, lorsqu'on prend la comparaison des prix médians, ça peut aller de 50 à 70% l'écart entre les prix pratiqués ici en métropole sur un panier de produits dits de première nécessité et les prix pratiqués chez nous, qui en Guadeloupe, qui en Martinique, mais c'est vrai aussi à la Réunion. Donc il y a quelque chose à faire. Sur au moins 5 secteurs. Sur l'alimentation, produits de première nécessité, un bouclier qualité-prix. Parce que la constatation est presque évidente, plus vous êtes pauvre, plus vous êtes gros. Pourquoi ? Parce que vous avez de petits revenus, vous achetez les produits nutritionnellement de mauvaise qualité. Donc il faut donc un bouclier, sanctuariser, si j'ose dire, un panier où ce serait de bonne qualité et à prix raisonnable. Donc on le fera. Et pour cela, il y a les arguments et les moyens juridiques pour le faire. Le Code du commerce le permet. Lorsqu'il y a insuffisance de concurrence, on fera. Donc s'il le faut, on va réglementer, les marges peut-être, c'est évident. Sur ça. Deuxième chose, une instillation, si vous remontez les marges, vous augmentez les prix, sauf si on devait engranger la différence. Si vous instillez une dose supplémentaire de concurrence, c'est ce que nous commençons à faire en Guadeloupe, mais aussi dans d'autres régions. Comment voulez-vous que le foncier stratégique, l'immobilier commercial stratégique soit approprié par 2 ou 3 groupes? Donc il faudra faire en sorte de donner aux collectivités, mais aussi aux partenariats publics-privés,
c'est-à-dire ont des partenaires privés qui veulent investir, avec un dispositif d'amorçage par les collectivités, leur permettre d'investir. On le fait déjà. Alors, il faut Victor aussi Lurel. régler les problèmes entre les enseignes. C'est très souvent une valse des étiquettes entre les enseignes. Vous nous dites en fait que vous allez réglementer. Hein. Non, réglementer, non. Et une Bah, là, partie c'est sera bien ce qu'on réglementée entend. sur la base. Une espèce de panier de première nécessité. Première nécessité, 50 à 100 Euh, produits. Il faudra réglementer. D'ailleurs, la LODEOM le permettait. Oui, tout à fait. On ne l'a pas fait. Alors, moi, j'ai une Donc il question à faudra vous du poser. volontarisme économique. Oui. Attendez, laissez-moi finir, Oui. parce que c'est très important, parce que c'est à cause de ce problème-là qu'il y a eu des problèmes en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte, à La Réunion, et récemment encore. Et sur 5 secteurs, là on est sur l'alimentation. Le pouvoir d'achat, c'est pas uniquement là. Le carburant. C'est ce dont j'allais vous parler. Est-ce Le qu'il faut carburant. faire comme le Conseil carburant. régional de la Réunion vient de faire, c'est-à-dire qui a décidé de non. geler pendant 3 mois Non, le prix de on l'a l'essence? fait, moi je l'ai fait. C'est quand même curieux que le gouvernement ne fasse rien, que l'État ne fasse rien, et qu'on demande aux collectivités de faire un effort. Alors, qu'est-ce Là, la que sécurité fera- Qu'est-ce qu'il faut Comment faire ce soir. Appliquer les conclusions du rapport parlementaire. Premièrement, découpler, si j'ose dire, le raffinage et le stockage et la distribution. Là, manifestement, réglementer les marges. On était à 15%, on est passé à 12% pour la SARA, donc filiale de Total. Aujourd'hui, me dit-on, on est à 8%. Je peux vous dire, au moment où je vous parle, que les compagnies pétrolières n'ont jamais été aussi rentables qu'aujourd'hui. C'est mieux qu'avant. Je vous rappelle l'effort qui a été fait. Et ce n'était pas à l'époque le mouvement social qui avait bloqué les prix. C'était un mouvement, j'y étais avec beaucoup d'autres. Nous avions fait bloquer les prix pour pratiquement 6 ou 9 mois. Eh bien, depuis lors, une réforme, une prétendue réforme a été faite. Concrètement, avec qu'est-ce qu'on fait, Victor Lurel un délai, je viens de vous le dire, et je répéterai. Eh bien, tous les mois, ça augmente. Depuis lors, ça a explosé. Il faut donc découpler. Il faut aussi créer une unité de stockage. On va le faire à l'île de la Réunion. La SRPP sera concurrencée par une autre unité, gérée, si j'ose dire, par les collectivités et par les partenaires privés. Et il faudra donc discuter, notamment dans la distribution et la distribution de détail, pour savoir comment préserver l'emploi, mais en même temps faire jouer la concurrence. Et puis, François Hollande l'a dit très clairement, il faudra bloquer les prix, le temps de faire une mise à plat. Il nous reste quoi 2 minutes avant de rejoindre la Réunion. Laurence a une question à vous poser et je conclurai avec une dernière question sur ce thème. Alors, Nicolas Sarkozy parle de développement solidaire, François Hollande et donc vous, de développement... Nicolas Sarkozy parle de développement endogène, et vous parlez de développement solidaire. Enfin, à vrai dire, on ne saisit pas vraiment la différence. C'est La clair. preuve d'ailleurs. Hein. C'est très clair. C'est un lapsus révélateur. Non, si j'ose absolument. dire. Non, c'est très clair. Endogène, personne ne sait ce que ça veut dire. En tout cas, nous savons dans la... l'emploi. Oui, c'est Endogène, c'est un mot concept, du vocabulaire. Hein. Et Oui. vos partenaires de la gauche, surtout en Guyane, eux parlent de développement endogène. Oui, mais tout le monde Enfin, ils souhaitent un développement endogène. Et parle parfois de développement endogène, mais pas avec le même contenu. C'était un concept de gauche, de dire qu'on va faire un développement endogène. En fait, c'était même une forme de maoïsme, de dire compter sur ses propres forces, marcher sur ses deux jambes, faire dans l'autosuffisance. Laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît, sinon on ne nous comprendra pas. Allez, on vous écoute. C'était du développement basé sur l'exploitation des potentialités locales. C'est bien en soi. Mais dans la pratique, ça s'est traduit par un désengagement budgétaire. On a perdu 425 millions sur le budget des Outre-mer, sans compter les dépenses fiscales, sans compter l'effort budgétaire total de l'État. C'est un retrait de l'État. Nous, on dit développement solidaire, oui donc à l'exploitation des potentialités locales, mais avec de la solidarité nationale. Recycler l'épargne locale, trouver une solidarité entre l'État et les collectivités, entre le public et le privé, entre le citoyen et l'usager. Voilà ce que nous disons. Et c'est consigné dans 30 engagements de François Hollande. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est le seul candidat à avoir publié un projet évalué, et j'allais presque dire opposable aux uns et aux autres. Alors, et donc, il sera comptable, si j'ose dire, je suis de son navré, action. je vais faire un peu ma part qui coupe le film, mais il faut qu'on aille un peu plus vite. J'ai une dernière question sur ce thème. Vous êtes un élu guadeloupéen et bien entendu, vous étiez sur l'île lorsque le mouvement a eu lieu en 2009 contre la profitation. Les élus ont été plus ou moins en porte-à-faux avec ce mouvement, c'est en tout cas ce qui a semblé. Quelles leçons vous en avez tirées
Parce qu'on ne peut pas dire que les rapports avec le LKP étaient très très bons. Plusieurs leçons. Il ne faut pas utiliser plusieurs leçons. Il ne faut pas utiliser le mouvement social pour d'autres objectifs. C'était un mouvement de contestation radicale et pas simplement un mouvement pour le pouvoir d'achat, premièrement. Deuxièmement, les urnes, c'est plus fort que la rue. Même si la rue a son expression. Et à des moments et des temps... Les urnes sont personnes mais il pouvait y en avoir 100 000. Mais lorsque vous avez 300 000 personnes qui votent pour des élus, les élus ont leur mot à dire. Et les élus ont eu le dernier mot. D'ailleurs, je crois avoir été réélu dans les conditions que vous savez en 2010. Beaucoup d'abstention. Mais non, il y a eu plus de 50%, c'est la première fois où on votait autant. Donc ça, c'est une première chose. Non, mais laissez-moi vous répondre. Ouais, il nous reste sur le mouvement social. Sur le mouvement social, les collectivités ont mis beaucoup d'argent. Je demande à l'État, notamment sur le pouvoir d'achat, sur la vie chère, à faire vraiment quelque chose. On recommence pratiquement à zéro tout. Et donc, rien n'a été véritablement fait. Vous dites que tous les compteurs sont c'est la raison pour laquelle, recommencer, absolument, l'État a fait un certain nombre de choses, il faut être honnête, mais sur le pouvoir d'achat qui est le cœur même on l'a bien vu avec tous les du mouvement, sociaux. Rien n'a été fait et il faut donc tout. Il faut donc anticiper, c'est ça que vous tirez comme c'est ce que François Hollande propose, absolument. Et il y a tout un chapitre sur le pouvoir d'achat qui me semble être de nature à répondre à la demande sociale. Victor Lurel, on va aller voir tout de suite Jean-Marc Collienne à La Réunion parce qu'il nous reste très peu de temps. Monsieur Lurel, vous le voyez, ciel très sombre sur La Réunion et horizon très sombre pour les jeunes. 60% de jeunes réunionnais sont aujourd'hui au chômage. Le candidat socialiste François Hollande propose de relancer les emplois aidés. C'est également ce qu'a fait l'État après les émeutes de la fin du mois de février. Pourtant, pendant les émeutes, on a entendu très souvent les jeunes dire « on en a assez, des emplois précaires ». Qu'est-ce qu'on peut alors proposer comme solution durable? Comment créer de l'emploi durable qui permette aux jeunes d'avoir des projets de vie, d'avoir une famille, d'avoir un logement, plutôt que ces petits emplois précaires de 6 mois ou 1 an qui se succèdent? Merci de votre réponse. Alors, deux choses. Un constat. On critique les emplois aidés, mais lorsqu'il y a crise, on en crée 3000 à La Réunion. Première chose. Deuxième chose, on critique les emplois aidés, mais on ne fait rien pour créer du vrai emploi. Disons ça comme ça. Puisque le chômage a explosé. Voilà le constat. Donc, la contradiction de la droite au pouvoir et de ce qui s'est fait depuis tantôt. Comment faire? On ne peut pas faire l'économie sur les emplois aidés. Ce n'est pas suffisant, on le sait. Donc la première chose à faire, c'est relancer la croissance. C'est la raison pour laquelle on a un programme, j'ose dire, somptueux, disons ça comme ça, 500 millions de plus, malgré l'état des finances publiques. Deuxièmement, des lois de programmation contractualisées territoire par territoire. Troisièmement, une loi de programmation pour le logement. Et vous savez que le BTP, ça crée de l'emploi. Ouais, et puis, bien entendu, à côté, non pas en supplétif, mais en accompagnement, il y aura des emplois aidés. Je rappelle que nous sommes en économie libérale et qu'il faut que le secteur privé fonctionne. C'est la raison pour laquelle on va rebooster la croissance. Victor Lurel, l'émission s'achève. Ça passe très vite, 13 minutes, vous en apercevez vous-même. Une dernière question en forme de conclusion et vous répondez par oui ou pardon, s'il vous plaît. Si le 6 mai, François Hollande est président de la République, est-ce que j'ai devant moi le futur ministre de l'Outre-mer? Non, c'est François Hollande qui fait son gouvernement. Oui, mais vous avez proposé. Je dis très clairement, François Hollande, avec le Premier ministre qu'il désignera, fera son choix. La réponse est non. Mais on n'est pas là. La réponse est non. Si on vous le proposait, vous diriez non. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est un problème. C'est accessoire. Est-ce que ça a été une bonne chose d'avoir une originaire d'Outre-mer au ministère de l'Outre-mer? Il fallait symboliquement peut-être rompre, si j'ose dire, un tabou. Mais on a vu, si c'est pour couvrir l'inacceptable comme ça a été fait depuis 10 ans et singulièrement depuis 3 ans, c'est désastreux. C'est désastreux. Il y a un retrait de l'État. C'est vous qui le dites. Je dis qu'on ne peut pas préjuger de la composition d'un gouvernement, laisser à François Hollande et à son Premier ministre le soin de composer son gouvernement. Bon. Merci Victor Lurel, on a un petit peu dépassé notre temps. Merci Laurence. Et puis nous on se retrouve bientôt Laurence et vous Monsieur Lurel, à tout bientôt aussi. Portez-vous bien tous, on se retrouve bientôt.